Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Aujourd'hui, je reçois Augustin Jacquelin, cofondateur de Lemon Tree, afin d'explorer avec lui des pistes d'engagement dans l'économie circulaire. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant à plusieurs titres. En premier lieu parce que le sujet des déchets permet la prise de conscience des enjeux écologiques à l'échelle individuelle. Bon nombre des personnes engagées que j'ai pu interviewer passent souvent par une réflexion sur la gestion de leurs propres déchets ménagers dans leur cheminement. Et en second lieu, je trouve le sujet passionnant parce que l'économie circulaire est un accélérateur de transition en offrant de nombreuses opportunités d'emploi et d'engagement. Augustin connaît bien ce milieu puisqu'il y est engagé depuis 10 ans. Il nous dresse un panorama du secteur en nous expliquant les enjeux et les opportunités actuelles et à venir. Bonne écoute. Bonjour Augustin. Bonjour JP. Augustin, tu es engagé dans le secteur alimentaire et celui des déchets depuis plus de 10 ans maintenant. Tu en as même fait ton activité professionnelle en lançant l'entreprise Lemon Tree. Alors, je te propose d'explorer ensemble aujourd'hui le secteur des déchets en particulier afin d'en comprendre les enjeux, d'évoquer les besoins et les pistes d'engagement pour y avoir de l'impact. Mais avant tout, pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous en dire plus sur ton activité en quelques mots? Oui, volontiers. Je suis Augustin Jacquelin, j'ai 33 ans. On peut dire que je suis entrepreneur social, donc, et primo-entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai lancé l'activité Lemon Tree. J'ai co-lancé puisque c'est une entreprise qu'on a démarré avec Emmanuel Bardin, qui est mon ami de maternelle, de longue date, qu'on a lancé juste après nos études. Donc en sortie d'école de commerce pour moi et de l'université Dauphine pour Emmanuel. Et donc on l'a lancé en janvier 2011 en partant d'un constat en fait. D'abord un constat personnel qu'on avait qui était l'envie d'entreprendre. Un deuxième qui était de se dire on veut absolument entreprendre dans un secteur qui nous parle et aussi dans un secteur d'avenir. Et on va dire que l'environnement est ce qui nous correspondait le mieux et ce sur quoi on avait envie de s'engager. Et plus particulièrement sur la problématique des déchets. On est aussi à un moment où on a vu autour de nous, dans différents pays, à travers nos échanges universitaires, nos voyages, d'autres systèmes de gestion des déchets. euh, et notamment des pays où on retrouve une consignation sur les emballages avec une efficacité de traitement en bout de ligne particulièrement impressionnante. Et on se dit, bah, en France, où est-ce qu'on en est? Il y a énormément d'emballages qu'on peut retrouver dans la nature ou alors qui ne sont pas euh, récupérés en vue de leur recyclage. Est-ce qu'on a une action à mener là-dessus? Et c'est fort de ce constat qu'on a lancé Lemon Tree et du coup décidé à la fois de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et puis de devenir des, des acteurs engagés pour l'économie circulaire et pour notamment améliorer ce sujet bien précis de la gestion des emballages. Donc c'est un secteur que tu connais plutôt bien, Augustin. Je te propose dans un premier temps d'essayer de le comprendre en fait, peut-être en quelques chiffres ou en décrivant finalement ce que c'est que le secteur des déchets aujourd'hui, qu'est-ce que ça recouvre, quelles sont les différentes filières, qu'est-ce que ça représente en France en termes, je sais pas, peut-être de tonnes, de nombre de déchets collectés et recyclés par an. Ouais. Alors quand on parle de déchets et en même temps d'environnement en général, c'est souvent des chiffres assez faramineux qui parfois font peur, qui parlent pas forcément. Donc il en faut quelques-uns pour pouvoir se situer. Mais mon objectif, c'est surtout qu'on puisse là tous bien se rendre compte de l'énorme gâchis auquel on fait face.
Donc, si je prends par exemple le périmètre des déchets urbains et industriels, ça veut dire qu'à l'échelle de la France, c'est-à-dire que je mets de côté euh, deux autres secteurs générateurs de déchets qui sont l'agriculture et le BTP, parce que c'est des tonnages bien particuliers assez faramineux, mais rien que sur les déchets qu'on va retrouver en ville et dans les industries, on, le, on va aujourd'hui incinérer 21 milliards de tonnes. Incinérer veut dire tout mettre dans un grand four. Alors, au bout de ce four, il est possible d'avoir des dispositifs de valorisation énergétique. Ça veut dire récupérer la chaleur pour chauffer de l'eau, pour produire de l'électricité. Ça veut dire que c'est pas tout à fait perdu, mais ça consiste quand même à brûler un matériau. Et on a aussi, toujours sur ce même périmètre, 10 milliards de tonnes qui sont encore enfouies. Donc là, l'enfouissement, c'est encore un cran au-dessus, je dirais, en termes de malgestion, puisque, alors même si on a bien perfectionné ces grands trous pour qu'ils soient les moins nocifs possibles, si je caricature un peu, ça veut dire faire un trou, mettre tous ces déchets dedans, refermer et attendre en espérant qu'ils disparaissent. Donc vous imaginez bien que ça disparaît jamais totalement et j'avais quand même eu un peu froid dans le dos en visitant un grand centre d'enfouissement où il m'avait dit bah notre problème c'est notamment quand il y a des gros orages parce que avec l'eau qui remonte, bah forcément ça fait aussi remonter des déchets et puis ça finit. Je vais m'arrêter là parce que mon objectif c'est pas de, de, de faire peur, c'est plutôt de dire qu'aujourd'hui on a quand même une problématique avec tout ce qu'on génère qui est énorme. Et par rapport à cette problématique, il y a plusieurs options qui se résument souvent dans des R, donc refuser un déchet pour éviter de le générer, réduire, c'est-à-dire prendre conscience déjà des déchets qu'on génère pour essayer de limiter la génération à la source. Euh, Ça peut être aussi réparer pour allonger la durée de vie, réemployer pour finalement donner un maximum d'usage à un même objet, et aussi un des plus connus, recycler, c'est-à-dire conserver la matière pour pouvoir refaire un autre objet qui aura un autre usage, ou alors le même usage, mais avec au milieu une transformation du matériau. Donc tous ces R, en fait, ils font partie on va dire, du schéma de l'économie circulaire. Pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, je vous invite à creuser ce que fait notamment la Fondation Ellen MacArthur ou l'Institut de l'économie circulaire. Il y a des schémas qui sont très bien faits pour montrer les différentes boucles, parce qu'on parle bien de boucles, et à quel point ces boucles sont plus ou moins grandes, c'est-à-dire entre l'utilisation, soit c'est une boucle par exemple très courte, j'ai une pièce que je change pour prolonger la durée de vie, il y a une étape pour de nouveau euh, réutiliser, enfin que l'objet, enfin qu'on arrête d'être face à un déchet, et puis des boucles du coup plus ou moins longues avec des transformations au milieu. Bref, ça peut paraître très complexe comme ça, mais je vous invite à aller voir les différents schémas pour être un peu plus familier avec les sujets d'économie circulaire. Donc, chez Lemon Tree, on a décidé de s'attaquer à ce différents sujets avec une vraie forme de pragmatisme. Et notre premier constat, c'était de se dire, aujourd'hui, en France, on a des super usines qui sont capables de transformer de la matière et qui en manquent. Je pense à des plasturgies, des aciéries, des alumineries. Alors en ce moment, le secteur papeterie, cartonnerie est un peu en souffrance, mais on a quand même des usines chez nous qui sont capables de transformer cette matière.
Et si je prends l'exemple de la bouteille plastique, par exemple, on sait techniquement parfaitement transformer et recycler une bouteille plastique, mais là où le bas blesse, c'est la collecte, c'est-à-dire la captation. À tel point que les usines françaises, elles importent, elles vont chercher des balles de plastique, donc des gros cubes compressés chez nos voisins allemands, espagnols, parce qu'on n'arrive pas à alimenter suffisamment leur capacité de transformation. Et à côté de ça, on ne collecte que euh, allez, 6 bouteilles sur 10, voire dans les grandes villes, 2 sur 10, voire dans les pires villes, 1 sur 10. Donc c'est ça qui nous a vraiment fait réagir, de se dire on a toute la chaîne et tous les outils pour que cette matière ne soit pas perdue, et en même temps on n'est pas capable d'aller récupérer ces emballages notamment. Donc le principe de Lemon Tree, ça n'est pas de transformer de la matière, c'est finalement de la collecter, de la capter. Donc on installe des dispositifs de tri, au départ uniquement des machines et maintenant tout un tas de dispositifs, y compris des bacs, etc., pour trier à la source, que dès le premier geste, on ait un gisement qui soit propre, qui soit bien trié, pour que derrière, sur une boucle la plus courte possible, on puisse renvoyer chez les transformateurs la différente matière. Où je le disais, en fait, les transformateurs avec lesquels on travaille, ce sont des industriels type plasturgie, aluminerie, cartonnerie, acierie, voilà, papeterie, etc. Et vous, Augustin, si je me permets, c'est quel type de déchets donc, vous allez collecter et pourquoi en fait on en collecte assez peu en ville? Enfin, tu disais de manière générale 6 sur 10 et pourquoi aussi peu que 2 sur 10 dans des grandes agglomérations? Enfin, qu'est-ce qui pose problème? Quels sont les freins? Alors, je vais d'abord répondre sur le sujet de la méthode, en fait. La différence et la raison pour laquelle on a créé Lemon Tree, c'est qu'on voulait d'abord créer des nouveaux points de collecte là où il n'y en avait pas suffisamment, et notamment dans les zones hors foyer. Très concrètement, vous avez tout un dispositif très sophistiqué et très dense pour collecter à la maison, qu'on va appeler les emballages ménagers, mais quand vous sortez de chez vous, on retrouve beaucoup moins de solutions. Dans la rue, dans les transports, en entreprise, ou en tout cas au moment où on a lancé notre activité, la collecte hors foyer, elle était quasi inexistante. Donc, on s'est dit, on va d'abord aller là où euh, il n'y a pas de solution et où on peut directement avoir de l'impact. Le deuxième sujet, c'est se dire comment rendre le tri aussi plus efficace, et notamment quand on a démarré avec les automates, parce que ça avait plusieurs avantages. D'abord, euh, un système de filtre, c'est-à-dire de tri à la source. On ne peut y mettre que des emballages qui sont acceptés et qui vont être à l'intérieur de la machine parfaitement triés, ce qui veut dire plus besoin de surtri et on sautait des étapes, donc plus efficaces. Deuxième sujet, c'était de rendre le tri aussi plus attractif avec des systèmes de gratification, d'encouragement. Euh, En fait, inciter les personnes à faire les quelques pas de plus pour aller participer à la centralisation de ces déchets. Parce que quand on parle de hors foyer, on est aussi affaire à des comportements nomades. Vous achetez une canette, vous la consommez à un endroit, enfin vous l'achetez à un endroit A, vous allez la consommer à un endroit B, elle va peut-être être terminée et vide à un endroit C, donc par définition c'est beaucoup plus difficile que quand tout est chez soi. Donc c'est sur ces mécaniques qu'on a travaillé, et après sur la deuxième question qui est quelle est la problématique en ville, pourquoi en ville c'est plus compliqué. Euh, alors d'abord, il y a une consommation qui est plus forte, donc le volume de déchets est plus important. Deuxièmement, il y a un sujet effectivement sur le nomade. Il y a beaucoup plus de consommation hors domicile, à l'extérieur, euh, en mobilité. Après, on a affaire à des espaces où il y a beaucoup moins de mètres carrés. Il y a encore
un peu moins de, je crois que c'est 10% des immeubles à Paris qui n'ont pas de bac de tri, faute de place. Pareil, quand vous habitez un petit appartement, euh, tout- 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 tous les efforts de recyclage, et on met de plus en plus de choses dans le bac jaune, ou à l'inverse, on passe par des dispositifs où on essaye de trier à la source dans plus en plus de catégories. Donc cette problématique de place, elle facilite pas. Et après, il y a aussi des sujets un peu culturels, de sensibilisation à ces sujets. Euh, et voilà, quand vous êtes dans un grand immeuble où il y a, je sais pas, 20% des gens qui trient pas du tout, bah, ils pourrissent le tri de tous les autres, ce qui veut dire qu'à la fin, peut-être que votre bac il va être totalement déclassé. Donc voilà, la ville, c'est à la fois un gros lieu de consommation, il y a une vraie diversité de profils, c'est des comportements plus nomades, c'est plus dense, c'est moins de mètres carrés. Donc c'est autant d'explications qui font que les taux de tri sont si faibles. Plus la partie tourisme. Et pour comprendre un petit peu ce dont tu parlais avec le déclassage, donc par exemple, si moi je me balade dans la rue aujourd'hui et que je vais mettre par exemple des déchets comme, je dis n'importe quoi, mais des restes d'un repas dans une poubelle où il est censé y avoir uniquement du plastique ou des emballages, là en fait, à cause de moi, toute cette poubelle-là, elle va être déclassée. Alors c'est pas aussi binaire que ça, euh, parce que c'est pas une erreur de tri qui fait que tout est déclassé. En revanche, si les déchets qui ont été insérés rendent la poubelle souillée, par exemple, c'est-à-dire que ça a dégradé la qualité de ce qu'il y a dedans, ça peut être un motif de déclassement. Si sur le volume, bah, il y a 70% qui ne sont pas des emballages recyclables, effectivement, tout risque de partir avec l'eau du bain. Si c'est beaucoup plus mineur, bah, finalement, c'est à l'appréciation du gestionnaire de se dire je fais l'effort d'aller récupérer ce qui est récupérable, mais cet effort va être un coût supplémentaire pour moi. Donc, c'est aussi un calcul économique du temps qu'on va y passer, de la qualité de ce qui va en ressortir, parce que une partie de cette équation, elle est liée à la vente de la matière, à la capacité qu'on va avoir à générer, on va dire, une filière rentable. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi derrière qui rachètent la matière recyclée. Donc sans rentrer avec plus de précision dans la chaîne de financement, il y a quand même un enjeu et ça me permet d'ouvrir sur un sujet que je trouve assez intéressant, c'est qu'on dit souvent les plastiques, certains plastiques sont non recyclables. Vous prenez un gobelet en PS, euh, gobelet blanc ou brun de votre machine à café, quelque chose d'assez classique. Euh, Il y a encore beaucoup de gens qui disent ah bah non c'est pas recyclable. Pas recyclable veut dire en fait il n'y a pas de filière rentable établie pour recycler cet emballage. Mais techniquement, du PS pur, c'est tout à fait recyclable. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment faire pour le recycler. Par contre, aller collecter massivement des gobelets de 4 grammes, euh, faire en sorte qu'on ait une masse critique qui puisse intéresser une plasturgie. Et intéresser une plasturgie veut dire qu'il faut apporter un flux régulier, que ce flux soit propre, qu'il y ait des quantités suffisamment importantes pour qu'il ouvre une ligne de transformation. Donc tout ça mis bout à bout, ça devient ah bah non, tel truc ou tel truc n'est pas recyclable. En fait, c'est une question d'équation économique et de choix, etc. Et est-ce que les metteurs en marché ont par exemple investi dans les usines pour que ce que eux mettent sur le marché, ben, demain puisse être recyclé. Euh, Si je reprends l'exemple de la bouteille en plastique, ça fait 25 ans que les différents metteurs en marché ont, ont financé la filière de recyclage. Et aujourd'hui, c'est bien identifié, c'est super abouti, on fait du bottle to bottle, on comprend avec une bouteille, on peut refaire une bouteille. Donc
Voilà. Mais il y a tout un tas d'autres plastiques où il n'y a pas eu cet effort d'investissement, ou alors il n'y a pas eu des efforts en amont d'éco-conception pour qu'ils aient été faits de façon bien recyclable, c'est-à-dire monomatériaux. Donc l'éco-conception étant un facteur clé de succès de l'économie circulaire pour s'assurer, en fait, dès la mise sur le marché ou la création d'un objet, que derrière, on pourra euh, avoir une fin de vie la plus bénéfique possible. Et encore une fois, je ne suis pas en train de faire l'apologie du recyclage, parce que, évidemment, c'est un des leviers extrêmement, on va dire, puissant et efficace aujourd'hui pour gérer ces déchets, mais ça ne doit pas nous empêcher, enfin, disons que c'est mieux que les deux que j'ai cités au préalable, hein, incinération, enfouissement, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une réflexion sur comment on en limite la génération, comment on prolonge la durée de vie, comment on réduit nos emballages. Donc chez Lemon Tree, on travaille aussi sur des sujets de réemploi, de consignes pour multiplier le nombre de tours qu'on peut faire avec un emballage, etc. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement le réemploi, la consigne, comment ça fonctionne et en quoi c'est différent du recyclage? Oui, donc le principe du recyclage, il est axé sur la matière. Et j'aime bien rappeler qu'en France, on n'a pas de mine, on n'a pas de pétrole. Donc quand on fait du plastique ou quand on met sur le marché un emballage en acier ou en aluminium, bah, ça vient de loin, c'est extractif, quoi. Donc on va aller chercher cette matière et qu'une fois qu'on a fait tout ce boulot, c'est quasi criminel de tout brûler ou de tout mettre sous le tapis. Donc le principe du recyclage, c'est il y a eu euh, une extraction de matière et même si l'usage ne sera pas exactement le même que celui qui était fait au préalable, on va réutiliser cette matière, tout ou partie, parce qu'il y a quand même pendant le processus de recyclage de la perte, c'est souvent du recyclage mécanique, donc vous chauffez, vous frottez, vous granulez, euh, c'est pas 100% de la matière que vous avez collectée qui va redevenir 100% une nouvelle matière, il y a un petit peu de perte en chemin, c'est pour ça qu'on dit que c'est une boucle qui se dégrade, elle n'est pas infinie. Néanmoins, ça permet d'un matériau type métaux, type plastique, type fibreux, donc du papier, du carton, de faire plusieurs tours et donc d'allonger, on va dire, la durée de vie de la matière en elle-même. Le réemploi, on garde le même usage, c'est-à-dire le plus simple à comprendre, ou en tout cas ce qu'on utilise le plus fréquemment, c'est votre bouteille de bière qui est consignée, qui va être récupérée, lavée, réemployée. Et vous en faites du réemploi à la maison. La carafe d'eau, elle sert une fois, deux fois, 10 fois, tout ce que vous mettez dans votre lave-vaisselle. Donc du réemploi, on en fait constamment. Et l'objectif, c'est effectivement de multiplier ce réemploi. Mais c'est pas si simple parce que si votre lieu de production de ce que vous consommez est très loin et que vous devez renvoyer sur le lieu de fabrication l'emballage que vous avez consommé du coup loin de ce lieu de fabrication, le bilan carbone n'est pas forcément évident. En gros, ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous consommez une bière qui est brassée en Alsace et que vous êtes à Bayonne, ça n'a pas grand intérêt de renvoyer ce même emballage en Alsace pour qu'il soit lavé, re-rempli et revendu ailleurs. Donc cette boucle-là, il faut regarder en fait les, les bilans carbone des différentes boucles et les solutions ne sont pas toujours unilatérales. Les gens qui disent le réemploi, il faut mettre ça partout, ben, ok, mais ça correspond à un schéma de production et de consommation qui est bien particulier. Parce que aujourd'hui, vous consommez plein de produits qui ne sont pas forcément euh, justement produits à côté de chez vous.
Donc ça pose l'enjeu aussi de la consommation locale. Mais ce sont bien des dispositifs très différents. Donc si je me résume dans les différentes filières, vous avez le pire qui est le grand trou, l'enfouissement. Vous avez l'incinération qui est un système où on brûle tout avec derrière récupération ou pas d'énergie. Le recyclage qui permet de garder la matière qui a été extraite. Et puis après, les autres R dont je vous parlais qui permet là plutôt de réduire l'impact à la source. Donc type réemploi, réparation, réduction. Voilà. Et si on regarde la France par rapport aux autres pays, européens ou non d'ailleurs, comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui au niveau gestion des déchets? Euh, alors, on parle beaucoup de pays qui sont plus vertueux que nous, notamment sur ces sujets de réemploi ou de taux de recyclage. Je pense bien évidemment à l'Allemagne, qui est souvent citée en exemple, hein. Je parlais des bouteilles PET tout à l'heure, ils ont un taux de collecte qui est de 98%. Forcément, c'est envié par pas mal d'autres pays, mais c'est pas du tout un cas isolé. Dans tous les pays scandinaves, on a des taux relativement similaires. Donc sur les emballages, aujourd'hui, les pays qui ont instauré notamment une consignation sur ces emballages. Donc la consignation ne veut pas dire que c'est pas une méthode de traitement, hein. C'est une méthode de commercialisation qui augmente considérablement le taux de récupération, le taux de collecte. Parce qu'en fait, quand vous achetez un produit et que l'emballage est consigné, il y a un petit montant supplémentaire que vous payez qui est encaissé et qui vous sera restitué au moment où vous rendez cet emballage. Si vous ne le rendez pas, vous perdez votre argent. Donc c'est une méthode assez coercitive mais efficace pour avoir un taux de retour, un taux de récupération très très élevé. Et après, en France, on est très fort en incinération, puisque c'est un des secteurs sur lequel on a investi depuis des années. Mais aujourd'hui, où on se dit que c'est pas forcément le mode de traitement le plus vertueux, bah ça a aussi les inconvénients qu'il faut amortir ces grands incinérateurs. Ça a été construit à grands frais. Euh, les collectivités se sont endettées. Il y a des contrats qui ont été passés avec des grosses majors du déchet sur des dizaines d'années. Donc, c'est pas le genre on va dire de politique d'investissement qui peut s'arrêter du jour au lendemain. On en parle beaucoup pour l'énergie, le nucléaire, etc. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que il faut des politiques assez courageuses pour passer à un nouveau mode de traitement qu'on estime plus vertueux parce que bah, forcément, il y a des enjeux économiques, il y a des emplois derrière, il y a pas mal de sujets pour lesquels il y a une implication assez forte. Donc en France, on n'est pas forcément sur certains sujets, notamment le recyclage des plastiques, on fait partie des plus mauvais élèves parce qu'on n'a pas fait ces investissements dans les fameuses usines de transformation dont je vous parlais tout à l'heure pour bah, élargir en fait le spectre de résine qu'on est capable de collecter. Les plastiques, hein, c'est bien au pluriel. Donc on va être fort sur le PET, mais on va être mauvais sur le PS, le polystyrène, sur le PP, le polypropylène, etc. Donc là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire. Et, euh, et voilà, sur la partie réemploi, là, on part quasiment de zéro. Et donc il y a des initiatives locales qui se montent, il se passe des choses, c'est assez intéressant. Et il y a notamment une volonté du gouvernement d'accélérer cette partie réemploi, avec pour le coup des objectifs très ambitieux. Je rappelle deux objectifs qui ont été fixés, notamment en début de, de mandature, de se dire, OK, en France, on va récupérer 100% des plastiques, 100% de recyclage du plastique. Donc on est à 20-25%, hein, autant dire que la marche est très très haute. C'est pas forcément réaliste, mais ça montre en tout cas qu'il
il faut que tout le monde se mette en ordre de marche pour que ça progresse. Il y a des objectifs en plus européens qui viennent se rajouter là-dessus, donc il faut que ça bouge. Et si je prends le sujet du réemploi, notamment dans le dernier, dans le dernier texte de loi qui est passé, euh, il est expliqué que 5% des unités ou des emballages mis sur le marché devront être réemployables en 2023. 2023, c'est demain. Donc pareil, là, il y a une ambition forte. 5%, ça peut paraître faible, mais au regard du quasi zéro d'aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Et ce 5% va devenir 10% en 2025. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un momentum là et une pression notamment législative pour faire en sorte que la France soit pas dernière de la classe. Ouais, justement, tu m'emmènes sur le terrain des blocages ou des freins, en fait. Pourquoi, alors que le gouvernement se donne de telles ambitions, finalement, on a l'impression que ça n'avance pas assez vite ou pas aussi vite, en tout cas, quels sont les freins et comment est-ce qu'on peut les lever? Bah, je l'évoquais un petit peu précédemment. Il y a derrière ça des très gros enjeux économiques, des investissements qui ont été faits, qui sont amortis sur 10, 20, 30 ans. Donc on ne bascule pas un système productif ou un système de gestion des déchets en un claquement de doigts, parce que évidemment, indépendamment des enjeux financiers, bah, ce sont des emplois, des orientations de politique publique qui ont été prises sur le long terme, des engagements, des contrats, etc. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, il va aussi avec le mode de production, hein. Euh, si on veut faire du réemploi massif en France, encore une fois, le réemploi n'a pas de sens si les sites de production sont très éloignés des sites de consommation, parce qu'on fait faire des kilomètres à nos emballages. Donc aujourd'hui, réorienter un tissu productif ou un tissu agricole ou pareil, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est plutôt finalement le fruit d'initiatives locales. Et du coup, quand il y a production locale, consommation locale, bah, c'est très propice à la mise en place de ce type de gestion des déchets. Et après, c'est une pression qui est mise sur les industriels pour dire, bah voilà, le cap, c'est ça, votre horizon de temps, c'est celui-là, et il faut que vous modifiez vos appareils productifs, donc que ce soit production, récupération, transformation. Mais là, voilà, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc, c'est essentiellement ça le blocage. Puis, pareil, il y a après des habitudes de consommation. On a été biberonné au jetable pendant des dizaines d'années. Euh, Ça fait aussi des dizaines d'années qu'on fait la promotion du geste de tri. Et le geste de tri, c'est la première barrière que tout un chacun peut adopter de façon massive pour justement éviter qu'on se retrouve avec des déchets sauvages, des déchets qui traînent dans les océans. Donc c'est un geste qui est quotidien, qui est facile, qui est efficace et qui a un premier levé d'action. Mais toutes les questions que j'évoquais sur se questionner sur sa propre consommation, sur ce qu'on achète, sur ce que va devenir. Déjà, cette mécanique-là, bah, il faut qu'elle s'enclenche, qu'elle rentre dans les habitudes de consommation des Français, qu'elle rentre dans les habitudes des entreprises. J'ai peut-être pas suffisamment dit, mais Lemon Tree adresse quand même principalement son service. Quand je disais au hors foyer, bah, c'est à des entreprises, des zones de transport. Donc nous, on va aller accompagner finalement, pas forcément les collectivités et les gens chez eux, mais plutôt tous les autres lieux et les autres parties prenantes de la génération de déchets. Du coup, on arrive un peu à la question de l'engagement que tu amènes avec la possibilité d'agir.
des pistes d'engagement, en fait, elles sont multiples sur les déchets, comme on le comprend par rapport à ce que tu dis. Ça peut venir de justement des initiatives de production locale, par exemple pour des bières, qui choisissent de distribuer uniquement localement pour favoriser justement la collecte et le réemploi. Ça peut être aussi des supermarchés ou autres qui décident de faire du sourcing uniquement local par rapport à ce qu'ils vendent dans ces supermarchés pour favoriser ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu aurais peut-être des idées ou des pistes à suggérer aux gens qui veulent agir? Bah déjà, moi, je veux un peu, on va dire, déculpabiliser parce que quand on se pose ces questions de consommation, il y a tellement de choses à prendre en compte que on, on ne peut pas être parfait et du coup on a le sentiment, il y a un sentiment de culpabilité qui peut être dans chaque acte d'achat. Donc l'idée c'est déjà de prendre conscience d'un certain nombre de choses et puis de progresser. C'est-à-dire demain, ça me paraît compliqué ou en tout cas pas activable si facilement que ça à l'échelle d'un territoire comme la France de dire bon, ok, on mange plus aucune banane, plus plus d'avocats, plus de bon. Donc il faut déjà être à l'aise avec le fait de se dire on n'arrivera pas à du 100% parfait, c'est-à-dire zéro déchet, local, avec aucun pesticide. Bon, ça c'est mon premier message. On peut faire beaucoup de choses déjà dans sa consommation euh, et d'en prendre conscience et d'améliorer, on va dire, son curseur sur les différents points que j'ai cités, c'est déjà un bon chemin. Et puis les plus excellents cocheront toutes les cases. Mais si déjà chacun se met dans cette démarche-là, on fera d'énormes progrès. Et en plus, derrière, je pense que ça suivra. C'est-à-dire que le consommateur reste roi et s'il veut être plus vertueux, eh ben, les industriels vont devenir plus vertueux, la distribution, etc. Et après, si on met de côté le sujet de la consommation, et là je sors un petit peu de mon spectre tout, enfin, vraiment mon focus déchets, économie circulaire, il y a évidemment plein d'autres leviers d'action. Euh, si on prend l'engagement associatif, euh, sur, sur mes sujets, bah, il y a des clean walls qui sont organisés, donc des marches pour aller nettoyer notamment des bords de cours d'eau, puisqu'on sait qu'en fait c'est de la terre que les déchets viennent et qui ensuite finissent dans les océans par le biais des fleuves, des rivières, des différents cours d'eau. Donc euh, quand vous participez à du nettoyage de plages, quand vous participez à du nettoyage de bords de fleuves, etc., bah, c'est une forme d'action très efficace pour limiter la pollution, notamment marine. Donc là, voilà, regardez les initiatives Océane sur Surfrider, euh, des associations type Zero Waste, des choses organisées par le WWF. Bon. Donc ça, c'est sur aussi le levier associatif. Euh, Après, moi, j'aime bien rappeler que certes, on est un consommateur, on est un bénévole dans une association, mais pour ceux qui ont la chance de bosser, ben, on est aussi salarié ou entrepreneur, ou en tout cas dans le cadre de ses activités professionnelles. Là, il y a aussi moyen d'agir hein, en s'orientant, et c'est bien l'objet de tes podcasts pour justement orienter aussi ces choix professionnels vers des activités plus vertueuses. On est par exemple, nous, adhérents du MOVE, là, du mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est une palette extraordinaire d'entreprises qui, du coup, portent des sujets sur la transition, sur la justice sociale. Bon. Donc, ça ratisse assez large. Et si vous avez envie de vous engager, c'est intéressant de consulter en fait ce panel d'entreprises qui veulent porter le changement. Et puis je dirais enfin, sujet, je sais qui t'est cher aussi, JP, voilà, sur l'utilisation de son argent.
en tant que consommateur, c'est bien, mais en tant qu'épargnant, en tant qu'investisseur, là aussi, il y a encore des voies dans aussi voilà, le choix de son énergéticien, tout un tas de choses. Donc, moi, j'essaie d'être le plus cohérent possible dans ma vie pro, dans ma vie perso. Évidemment, c'est ce que je disais aussi sur la consommation alimentaire, hein, c'est dur de cocher toutes les cases, mais déjà de se poser les questions, hein, de se renseigner et voilà, de faire quelques-uns de ces engagements, qu'ils soient associatifs, professionnels, dans sa conso, dans ses placements. Ça fait déjà bouger les choses. Voilà, on est Si je parti reviens, du très particulier vers des choses un peu plus larges. Mais en tout cas, des leviers d'action, il y en a quand même un grand nombre. mais oui, et si je reviens sur le fait qu'on est aussi des professionnels, enfin en tout cas qu'on passe beaucoup de temps au travail, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'est assez cher parce que particulièrement, arrête-moi si je me trompe, mais sur ce sujet de la gestion des déchets, on peut plus ou moins tous agir aussi dans notre milieu professionnel. Tout à fait. Nous, on a énormément de sollicitations de salariés qui nous disent je bosse dans une entreprise où le système de gestion des déchets n'est pas suffisamment vertueux. J'aimerais bien aller présenter acquis de droit un projet d'installation de bac pour euh, réduire tel déchet, pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure transparence sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on jette. Et voilà, on voit que très souvent, ce sont des initiatives qui sont portées par des, des personnes dans leur boulot qui ont envie de faire bouger les choses. Et c'est efficace parce que, évidemment, quand c'est une personne isolée, c'est pas forcément entendu directement, mais quand ça commence à être une demande plus collective, que ça joue à la fois sur, on va dire, l'image de l'entreprise, son exemplarité, voire même son poste de coût, parce que finalement, quand on gratte un peu les déchets, ça peut coûter assez cher, et c'est intéressant de remettre un peu la main sur ce poste de coût pour le contrôler, pour le réduire. Donc oui, au quotidien, dans vos boîtes, si vous pensez que les, ces sujets-là peuvent être mieux traités, eh ben, n'hésitez pas, montez des dossiers, sollicitez-nous, on vous proposera des solutions, des chiffrages pour que vous alliez convaincre les décideurs concernés d'être plus vertueux. Et si je prends maintenant un périmètre encore un petit peu plus large, mais par rapport aux opportunités à l'heure actuelle, tu en parlais avec le gouvernement qui a des ambitions assez fortes sur les années à venir. Toi, c'est quoi les opportunités que tu vois de manière un peu plus large sur le secteur des déchets pour des gens qui ont envie de s'engager, soit dans leur boîte, mais soit d'entreprendre, soit de rejoindre une entreprise existante, un mouvement existant? Alors c'est sûr que là, et j'espère que j'ai été suffisamment convaincant pour expliquer que les choses bougent. Il y a beaucoup d'initiatives euh, qui, qui sont de l'engagement associatif, mais aussi beaucoup d'entreprises qui se mettent sur ces créneaux. Alors, voilà, il y a des entreprises qui le font de façon pure business, mais il y a aussi ce que je vais appeler des entreprises engagées on va dire, qui labellisent leurs actions. En tout cas, nous, ça a été notre choix chez Lemon Tree, hein. On est Bicorp, on est ESUS, donc certes, on est une entreprise qui est fort profit, qui est là pour euh, gagner de l'argent, mais pas n'importe comment et pas voilà, avec certaines valeurs qu'on porte. Et dans ce secteur, allez, qu'on va appeler à impact, particulièrement sur les sujets déchets, il y a des opportunités d'emploi parce que euh, bah, ne serait-ce que chez nous, on fait 50% de croissance par an, on se développe dans des nouvelles géographies, sur des nouvelles verticales, hein. J'expliquais, on a été beaucoup sur le recyclage et maintenant
on va de plus en plus sur des sujets de consigne, de réemploi, pour utiliser de façon encore plus vertueuse, notamment nos automates, nos machines de collecte. Donc voilà, je vous invite aussi régulièrement à consulter les offres qu'on pousse, que ce soit les nôtres ou celles de nos confrères. Je sais que tu as pu interviewer d'autres personnes engagées dans le secteur de la gestion des déchets. Il y a des choses à faire et ça peut aussi être un choix de carrière pour des personnes à qui ces sujets parlent. Et pour justement en apprendre un peu plus sur ces possibilités de carrière, est-ce que tu as des formations, par exemple, à recommander ou des endroits? Tu parlais tout à l'heure d'un site pour justement comprendre un peu plus l'économie circulaire. J'avais interviewé dans la saison 1 une personne qui parlait d'un master en économie circulaire qu'il avait fait à Nantes récemment. Est-ce que c'est des choses que tu connais un peu, que tu pourrais, toi, recommander? Alors effectivement, le sujet économie circulaire au sens large, il y a pas mal on va dire de littérature, et sans parler particulièrement de lecture, déjà d'aller voir, de taper sur internet, de comprendre les schémas, d'aller voir les sites spécialisés, et je citais la fondation Ellen MacArthur, qui est pas mal en pointe sur ces sujets, qui publie beaucoup de rapports. Citer l'Institut de l'économie circulaire, qui en France, pareil, s'investit pas mal sur ces sujets. En termes de formation, il y a effectivement des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs qui se penchent sur ces sujets, alors soit avec des cours dédiés au sein de masters un peu ESS, ou des masters sur l'engagement, ou même l'entrepreneuriat social. Donc j'ai pas exactement en tête une formation économie circulaire à vous recommander, mais je sais qu'il en existe, et ça devient on va dire un sujet un sujet tellement gros macroéconomiquement, que plus les gens seront formés, plus les gens comprendront les enjeux, plus ils pourront s'y investir. Donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'on en retrouvera de plus en plus dans notamment l'enseignement supérieur. Augustin, je te remercie beaucoup pour cette discussion et ton témoignage. Et puis, je te souhaite vraiment bon courage avec Lemon Tree et Lemonade aussi, dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, mais les gens pourront aller voir sur le site de Lemon Tree, que je mettrai en description de l'épisode. Bravo vraiment pour ton engagement. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, JP, et puis bonne écoute à tous. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez!